bombes FAB 1500, des bombes FAB 500 qui a permis de ralentir l'arrivée des terroristes à Alep, qui était la première ville qui a été prise récemment par les terroristes. Mais qui était en train de manipuler les avions qui étaient en train de larguer ces bombes pour pulvériser ces terroristes? C'était effectivement l'armée russe. Donc il ne faut pas venir dire ici que voilà, l'armée russe n'était pas intervenue. Non, non, non. L'armée russe est intervenue jusqu'à récemment, jusqu'à ce que Bachar al-Assad décide de plier bagage. C'est là où les avions se sont tus. Les avions russes se sont tus. Et au moment où je vous parle, il y a un traité avec la frange d'opposition qui permet en fait, parce qu'il fallait, maintenant que Bachar al-Assad est parti, que vont devenir les bases militaires russes qui sont établies en Russie et plutôt en Syrie? C'est ça la question. Directement, la diplomatie russe s'est mise en action, où il a été négocié la pérennisation des bases militaires russes qui sont en Syrie, la pérennisation des instances diplomatiques russes qui sont en Syrie. Et d'ailleurs, pendant les représailles, les répliques djihadistes, aucune base militaire russe n'a été attaquée. Aucune instance diplomatique russe n'a été attaquée. Et pourtant, ils sont toujours là. Donc, c'est pour vous dire ici que déjà, du point de vue diplomatique, le maintien des bases militaires russes en Syrie vient d'être négocié avec les nouvelles autorités en fait de Russie. Excusez-moi, je me trompe trop de termes là, de la Syrie. Ça, c'était la première chose pour essayer un peu d'être clair. Que, en fait, la chute de Bachar al-Assad, c'est en quelque sorte une déception effective pour Vladimir Poutine. Ce n'était pas d'un cœur joyeux que Bachar al-Assad est atterri en Russie, que Vladimir Poutine a accueilli Bachar al-Assad, parce qu'il a perdu là un grand allié. Ça, il faut le dire, soyons honnêtes de le reconnaître. Et si on rentre un peu dans le détail, on va vérifier que c'est Bachar al-Assad lui-même qui, en quelque sorte, a aussi facilité sa chute. Parce que lorsque Vladimir Poutine a su travailler à ses côtés militairement, il était question, il s'était entendu que toi tu dois restructurer ton armée. Tu dois organiser ton armée. Et c'est ce qui a été, et ce que je dis, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les déclarations récentes de l'interview de M. Loukachenko, qui est le président de la Biélorussie. Il a fait un détail, vous pouvez aller, je vous invite à aller sur TikTok, sur la chaîne RT, vous allez suivre l'intervention de Loukachenko sur la situation en Russie. J'ai la vidéo en face de moi, c'est vrai, il a parlé de ça, j'ai la vidéo. Voilà, donc, où il décrit exactement que Bachar al-Assad a été responsable. Parce qu'il a laissé les distorsions dans son gouvernement, il a laissé les inégalités dans son pays, etc. Et c'est ça qui, d'un côté, justifie le fait que les djihadistes, les terroristes puissent être accueillis avec grand éclat par les populations. Et c'est là encore une raison pour laquelle, voilà pourquoi j'essaie de faire le lien avec la situation en Afrique. Tout État qui vient essayer de brandir le panafricanisme comme prétexte pour arriver à la tête des États, il doit s'assurer d'être en vibration harmonieuse avec sa population. Et l'unique manière d'être en vibration harmonieuse avec sa population, c'est d'œuvrer pour l'intérêt de son peuple. C'est d'œuvrer pour l'intérêt de son peuple. C'est ce qui arrive actuellement peut-être pour ce qui est des pays de l'AES. Mais regardez par exemple le Tchad. Le Tchad, on va dire, c'est une dictature, mais qui a présenté des attributs panafricains. Et tous les panafricains sont contents de ses actions récentes. Mais jusqu'à présent, qui était content, dites-moi, de l'attitude de M. Kaka Déby vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis du musulman, de l'opposition, de tout ce qu'il a fait comme exaction sur son propre peuple. Ça veut dire que d'un côté, c'est un président qui vient embrasser une nouvelle dynamique, mais attention, il faudrait qu'il puisse d'abord essayer de repartir un peu en arrière, essayer de faire la réconciliation et aussi changer le niveau de vie de sa population afin que cette même population puisse être harmonieuse avec les décisions du gouvernement. Et ce que je dis est valable aussi pour les pays des États du Sahel. Mais ce que nous apprécions dans les États du Sahel, c'est que nous regardons de près ce qu'ils font et on voit des déclarations et aussi des actes qu'ils posent. Nous voyons que grâce à Assimi Goïta actuellement,
Tania, il y a eu 500 millions par année qui étaient volés. Il y avait eu 500 millions de dollars qui étaient continuellement volés à l'État malien. Mais si Assimi Goïta n'était pas arrivé, qui allait savoir que ces sociétés minières d'or étaient en train de voler l'État malien? Donc, ne serait-ce que ce qui revenait de droit à l'État malien était en train d'être volé par ces multinationales étrangères. C'est-à-dire qu'on voit en ces présidents des États du Sahel la volonté d'être vraiment en diapason avec son peuple, la volonté de faire émerger son pays qui, soi-disant, est classé parmi les pays les plus pauvres. Et donc, c'est ce que j'invite en fait ici tous les pays de l'AES d'investir militairement, parce que ça vient de nous prouver que pour un État fort, pour qu'un pays puisse réellement faire face à la menace, il faut que son armée puisse être réellement ancrée dans le patriotisme. Si vous avez vu les vidéos comme quoi les militaires syriens se sont déshabillés, moi-même je les ai, ils se sont déshabillés, ils ont laissé leur Kalachnikov, ils ont laissé tout ce qu'ils pouvaient laisser, ils ont fui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, un désordre au sein même de l'armée syrienne. Mais pour éviter que cela ne puisse se répercuter sur l'Afrique, sur les pays des États du Sahel, il faudrait un grand sens de patriotisme au sein des instances armées. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. Ce patriotisme doit être enseigné grandement. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des cours de patriotisme dans l'espace de la Confédération. Ça va aider à prévenir tous ces actes de trahison qu'on est en train de voir actuellement. Voilà. Donc, je voulais, je suis tellement triste, mon ordinateur là, bon, ça vient à peine s'allumer, mais je laisse quand même la parole aux autres parce que je voulais tellement parler sur les points que moi-même j'avais énumérés. Voilà, il y avait un dernier point, voilà, que je finis juste là. Il faut savoir que la montée fulgurante des djihadistes en Syrie est largement appuyée, et même par les Ukrainiens, et par l'Israël, et par la Turquie. Pourquoi la Turquie? J'ai entendu quelqu'un dire ici que je suis en colère contre la Turquie. Mais attendez, mais Bachar al-Assad, lui, dans son pays, il y a une partie de son pays qui est occupée par les Kurdes, les forces kurdes. Or, les forces kurdes, en quelque sorte, sont considérées comme des terroristes par le régime d'Erdogan. Ce sont les Kurdes qui font des incursions en Turquie pour mener des attaques terroristes. Et c'est ça, en fait, qui a fait que, d'un côté, Erdogan puisse être motivé à l'idée d'attaquer, de contribuer à la chute en quelque sorte du régime actuel. Voilà. Merci beaucoup. Je ferme un peu le micro et écoutez les autres. Merci. Dernière, j'ai une petite motion. Merci. Vas-y, prends la motion rapidement. 1 minute de motion. Je viens d'écouter notre grand frère docteur qui a fait une belle analyse. Mais en même temps, dans son analyse, il y a un contradictoire même qui montre que la chute ne vient pas de la Russie, mais plutôt au Bachar, parce qu'il n'a pas écouté le consigne qui lui a été donné. Donc l'armée russe ne pouvait pas se battre à la place de Bachar al-Assad. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour la Turquie qui vient de souligner tout à l'heure, il faut savoir que quand on vous dit il y a deux équipes qui s'affrontent, le Real et le Barça. Je pense que Vinicius Junior joue au Real Madrid et Lewandowski joue au Barça. On est d'accord? Donc, est-ce que Lewandowski va marquer dans le camp du Barça? Je ne le pense pas. Ça veut dire que l'OTAN, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, la Turquie est à côté de l'OTAN. Cela doit vous attirer l'attention du peuple africain pour vous dire que nous ne sommes pas encore rassurés de la Turquie. Et donc, il faut maintenir la vigilance parce que la Turquie de Erdogan est prête à sacrifier par son propre intérêt et de ce qui se passe au Sahel. Merci. Je peux répondre à une minute à la motion de monsieur. Allez-y, docteur, répondez. Merci. Alors, premièrement, je redis ce que j'ai dit, monsieur Afrique. Bon, peut-être qu'il ne m'a pas compris. Je n'ai pas dit ici que c'est Vladimir Poutine qui a provoqué, qui a fait, mais qui en quelque sorte a provoqué la chute de l'autre là, de notre, enfin, allez, Assad. Non. Au contraire, ce dernier a aidé pendant plusieurs années Assad, mais c'est Assad qui n'a pas réellement fait son travail. Mais ce n'est pas parce que Assad n'a pas réellement fait son travail au sein de son armée que
Bachar al-Assad n'était pas pour autant un allié privilégié de Poutine. C'est-à-dire que si Bachar al-Assad est tombé aujourd'hui, au-delà du fait que ce dernier n'ait pas respecté les consignes, comme quoi tu dois réorganiser ton armée, tu dois créer de la cohésion au sein de ta population, etc. Mais le fait que ce dernier tombe, c'est toujours au détriment de la Russie. Ça, on est d'accord sur ça. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et d'ailleurs même, si vous suivez l'interview de Loukachenko, Loukachenko dit que les Occidentaux ont profité justement de la situation en Ukraine pour faire l'offensive. Loukachenko a mis en lien la participation de l'OTAN en Syrie alors que la Russie fait face à une guerre avec l'Ukraine. Donc, que ce soit Israël, que ce soit Erdogan, que ce soit les autres nations occidentales, ils se sont précipités pour faire tomber Bachar al-Assad parce qu'ils savent en même temps qu'ils vont faire mal à la Russie en le voyant tomber. Voilà, donc c'était pour essayer d'éclaircir un peu. Sinon, effectivement, Bachar al-Assad a été désorganisé, mais ça porte, qu'on le veuille ou pas, un coup à la Russie. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci. Merci. On va écouter Kifi. Après Kifi, on va écouter Unson. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Tania, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en live, je vois un message comment? Je suis en live, vous qui dites que vous m'écrivez, déjà ma messagerie est fermée. Je peux juste lire le message. On est écrivez à Soleil, il va me transmettre. D'accord, mais je peux juste lire pour voir de quoi vous voulez parler. Allez-y, Kifi. Ok, merci. Je vais commencer mes propos en répondant déjà à... Il y a un monsieur qui est descendu là, qui était du Togo, je pense bien. Il avait dit comme ça avant de chuter que j'avais demandé la parole pour vous contredire. Moi, j'ai jamais dit ça. Je ne suis pas pro-anti-africain, je vais dire ça comme ça. Je suis plutôt pro-africain, pro-AES, pour tout ce qui est logique pour le développement et puis la libération de l'Afrique. Ok, je vais faire un petit tour en arrière dans l'histoire du monde, hein, on va dire au niveau de la géopolitique surtout, parce que Dr Luc et, comment il s'appelle, Dani ont déjà vraiment tout dit. Donc je vais prendre plutôt un autre volet, mais qui rejoint toujours le sujet d'actualité. Je vais parler ici déjà des États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que les États-Unis d'Amérique ont été, je vais dire, créés? C'est à partir de certains pays européens tels que la Grande-Bretagne, une partie de la France et puis des Écossais aussi, mais en majorité de la Grande-Bretagne. Quand ils sont arrivés en Amérique, qui était peuplée par des Indiens, qu'on appelle les Amérindiens, les ancêtres de Oklahoma et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont massacrés. Ils les ont fight, ils ont occupé les terres, ils ont réduit cette population à zéro jusqu'à aujourd'hui. La population indienne aujourd'hui aux États-Unis, je me demande même si elle peut atteindre 1%. Je ne pense pas. Deuxième volet, ils se sont retrouvés, ces mêmes Britanniques, ils se sont retrouvés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux aborigènes? Ils les ont effacés. Et ils ont occupé aujourd'hui ces terres-là, où ces blancs-là sont remplis, ils vivent comme des pachas sur les réserves, sur les richesses de ces autochtones qu'ils ont décimés. Et aujourd'hui, on ne parle plus de cette population qui est aujourd'hui très minoritaire. On voit le même cas ici, non loin de chez nous, je vais dire ça comme ça, chez nos cousins chez les Kanakis, qui récemment ont subi de lourdes pertes appuyées par l'armée de Macron. Parce que je ne vais pas dire l'armée française, je réponds du tic au tac comme ils le font avec nous, appuyés par l'armée de Macron, qui ont massacré des Kanakis pour leurs terres et pour leurs richesses. Ok, en Afrique du Sud, c'est un test qu'ils ont fait, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Malheureusement pour nous les Africains, ils sont toujours présents sur cette terre-là, et ils sont comme une cellule dormante. Et à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont s'activer. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que on observe des phénomènes dans nos pays. Ici en Côte d'Ivoire par exemple, on voit qu'il y a eu une arrivée de nudistes
dans la zone de San Pedro, on va dire précisément dans la forêt classée de Monogaga. Monogaga, oui. Oui, à qui le président Draman a donné près de 400 hectares de forêt pour ces personnes-là qui sont dans ces zones qui sont protégées par des soldats de l'armée ivoirienne. Et les autochtones, les villageois de cette région-là n'ont pas le droit d'accéder à leurs terres parce que des blancs à poil sont protégés par le président de la République et ils font ce qu'ils veulent dans cette zone-là. On ne sait pas ce qu'ils cherchent là-bas. À Jacquesville, il y a une cellule qui a été installée, on dit, pour lutter contre le terrorisme. Mais bon, je ne sais pas de quel terrorisme on nous parle. Si vous vous rappelez bien, je viens toujours dans l'histoire. Quand les Occidentaux sont arrivés, les colons sont arrivés, c'est sur les côtes qu'ils se sont installés d'abord. Ils ont pris appui sur les côtes avant d'entrer à l'intérieur des terres pour soumettre tous nos aïeuls. C'est la même stratégie quand ils se mettent. Donne-moi une seconde, D'accord, vas-y. Le monsieur qui dit il veut m'écrire là, c'est qui, Denis? J'ai dit Soleil Gars est dans les commentaires. Regarde Soleil Gars dans les commentaires. C'est lui, d'accord? C'est à lui, d'accord? Et ceux qui veulent un peu de publicité pour les fêtes, écrivez à Soleil. D'accord, mon manager n'est pas disponible, écrivez à Soleil. Allez-y, Eblini, allez-y. Ok, donc je disais, c'est toujours la même stratégie, le même procédé qu'ils utilisent parce qu'ils ne considèrent pas l'homme africain comme des personnes réfléchies qui puissent s'armer de courage et de stratégie afin de pouvoir les vaincre. Ils nous prennent comme des animaux en quelque sorte. Mais c'est là leur grossière erreur et ça va leur coûter très cher. Aujourd'hui, la chute de Bachar el-Assad, d'aucuns diraient que ça doit servir d'exemple aux Africains. Moi, c'est pas ça qui va me servir d'exemple. La chute de Muammar Kadhafi me sert déjà d'exemple. Le traitement qu'ils ont infligé ici au président Laurent Gbagbo me sert déjà d'exemple. Voilà, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On a vu ici comment ils ont fini avec Kadhafi. Ça doit me servir d'exemple. Et certains Africains s'en sont réjouis. Mais qu'est-ce que Kadhafi voulait faire? Les États-Unis d'Afrique, une banque centrale africaine adossée sur l'or. Et dès que les Américains ont vu tout ça venir, c'est pas question que ce monsieur reste vivant. Rapidement, ils ont accéléré leur machine de guerre puis ils l'ont effacé. L'armée russe a toujours un plan de secours. Je dis toujours, c'est pas l'armée russe, ce n'est pas l'armée française qui passe son temps à martyriser les petits pays d'Afrique et puis se taguer d'être puissante. Non, l'armée russe en réalité c'est cette armée-là qui a remporté la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, depuis toujours, on écoute ce que les Occidentaux nous disent, ce que France 24 nous raconte, ce que Canal Plus nous raconte, ce que les Américains nous racontent. Mais à contrario, pour ceux qui sont sur le live, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, et puis chercher Oliver Stone. C'est un Américain, un réalisateur américain. Son documentaire, c'est l'autre visage, ou bien le vrai visage de l'Amérique. Un vrai Américain, qui a fait un documentaire pour dire la vérité sur son pays, les États-Unis d'Amérique. Vous allez découvrir beaucoup de vérités, différemment de ce qu'on nous raconte toujours dans les films et dans les documentaires de Netflix, par exemple. C'est pour dire quoi? Quand la Deuxième Guerre mondiale battait son plein et que Hitler avançait vers Moscou, les Russes de Staline ont appelé en renfort la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ils n'ont pas osé lever les petits doigts parce qu'ils ont toujours jalousé cette nation-là. Ils ont toujours jalousé la Russie et pour eux, c'était une manière de laisser Hitler faire le sale boulot à leur place. Vous voyez? Et finalement, l'hiver a commencé et Staline a tenu un discours qui a vraiment motivé toutes les troupes, les femmes, les enfants qui ont travaillé dans les usines d'armement afin de pouvoir soutenir leurs soldats au front. Et ils ont repoussé les Allemands jusqu'à libérer la France et certains pays d'Europe qui aujourd'hui se retournent contre cette Russie-là. Donc vous voyez, la stupidité de certains dirigeants européens, et ils sont le pays cache encore une fois de plus parce que leur économie est en train de plonger tandis que l'économie russe ne fait que grimper. La priorité aujourd'hui pour les peuples africains, c'est quoi? Parce qu'on entend des gens qui disent, oui, il faut que vous allez aux élections, mais est-ce qu'on a forcément besoin d'aller aux élections pour vivre? Est-ce qu'on a forcément besoin d'aller aux élections pour vivre? Je ne pense pas. On a vu des pays ici, comme chez Kadhafi de la Libye par exemple, il n'y avait pas d'élection. Il a géré son pays pendant des dizaines d'années, mais la Libye était le pays qui vivait sans dette extérieure.
la Libye était le pays où la manne pétrolière était correctement distribuée, où les gens y vivaient, je veux dire, à l'aise. Tu es étudiant, tu sors avec ton diplôme peut-être d'ingénieur. Le temps de trouver un emploi, l'État libyen te fournissait, te versait le salaire d'un ingénieur jusqu'à ce que tu aies ton premier emploi. Vous êtes jeune marié à la mairie, vous sortez de la mairie avec les clés de votre appartement en main. Ça n'existe nulle part, même en Occident, ça n'existe pas. Et c'est ça là que les Occidentaux ont détruit. Deuxième source d'information, vous pouvez vous renseigner sur la chaîne YouTube de Michel Collomb, ou bien même sur son site internet qui est Investigue Action. C'est un journaliste belge qui parle de la géopolitique mondiale et des médias mensonges des États-Unis et de la mafia Khazar, donc de Israël. Il dit en 1997, un de ses contacts au Pentagone sortait d'une réunion quand il a appelé pour dire Michel, je suis choqué. Il a dit pourquoi mon ami? Son ami c'est un Américain, un général américain. Il dit non, mon pays vient de décider de détruire 7 pays du Golfe. Je vous dis bien. Les États-Unis avaient décidé de se détruire 7 pays du Golfe en 1997. Et il a cité ces pays-là. Il y avait l'Irak, il y avait l'Iran, il y avait la Syrie, il y avait le Liban, il y avait la Somalie, il y avait l'Égypte. En tout cas, 7 pays en tout. Je ne me rappelle pas de deux derniers. 7 pays du Golfe qu'il fallait détruire. Quelque temps après, on a vu les attentats du 11 septembre. Et dans les avions, il y avait... La majorité de ces gars-là, c'était des Saoudiens. Mais pourquoi ne pas attaquer l'Arabie Saoudite? On se tourne vers l'Afghanistan, puis vers l'Irak. Ensuite, on a vu ce qui s'en est suivi dans les autres pays. Il y a eu des printemps qui ont été montés de toutes pièces par la CIA. Et aujourd'hui, on a vu le chaos qui règne dans ces différents pays-là. N'eût été l'action de la Syrie et de la Russie dans certains pays comme la Syrie pour juste les ralentir ou les freiner. Aujourd'hui, le monde serait carrément dans un chaos qui ne dit pas son nom. Mais eux, leur agenda est toujours en marche. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se retourner vers l'Afrique. Ils ont déjà un plan pour l'Afrique. Avec le projet Africom, par exemple, qui était censé se déployer au Mali. Là où il y avait beaucoup de soldats étrangers qui ont été chassés par les autorités maliennes ou les autorités de l'AES. Parce que, ils savent tout ce qui se retrouve dans le sous-sol de ces pays-là. Donc, il faut déjà établir une base stratégique militaire dans ces pays de l'AES là, afin de rallier toute la zone sahélienne de l'Afrique, depuis la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Raison pour laquelle ils ont créé, il y a quelques mois, un conflit au niveau du Soudan, afin d'empêcher l'installation d'une base militaire russe sur les côtes soudanaises là-bas. Parce que là où la Russie est présente, leur agenda est mis à mal. Voilà. Donc la chute de Bachar al-Assad ne doit en aucun cas effrayer, je dirais bien, ou bien être un signe d'inquiétude pour les pays de l'AES ou les dirigeants de l'AES. Seulement, en tant qu'Africains, nous ne devons faire confiance à personne, je vous dis. On doit travailler jour et nuit, même s'il faut veiller. Veiller au grain, comme on le dit, veiller à la sûreté de nos États, veiller à la sûreté de nos pays, à la sûreté de tout ce que tout ce qui sert à la survie de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, nos pays ne sont pas réellement surveillés. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire, contrairement aux pays de l'AES qui ont une indépendance, je vais dire, militaire bien en marche. Mais sur le plan de l'alimentation d'abord, parce que voici des points sur lesquels les gens y jouent pour détruire la population africaine. Au niveau de l'alimentation, de l'agroalimentaire, on n'a aucun contrôle sur tout ce qui entre dans nos pays. Par contre, pour les produits alimentaires qu'ils exportent depuis nos pays, il y a toute une batterie de contrôles qui sont effectués, des licences qu'ils demandent, des piles de documents qu'ils demandent, des renseignements, même jusqu'à la source même des planteurs, pour voir d'où viennent réellement ces matières premières-là qu'ils utilisent dans leurs usines de produits alimentaires. Parce qu'ils sont soucieux de leur population. Et nous, en Africains, qu'est-ce qu'on fait? On ne le fait pas. Je suis un petit douanier à un poste frontalier, un camion vient avec des produits avariés, on me remet 5 ou 10 millions, je laisse passer. En oubliant que mon fils pourrait se nourrir avec ces produits-là et perdre la vie. Voici un peu les points sur lesquels nous devons travailler. Donc sur l'éducation, sur le civisme surtout. Il procède aussi comment? En détruisant, je dirais, l'intelligentsia africaine, en mettant en avant des personnes qui n'ont ni la possibilité ni les capacités de diriger des postes ministériels ou l'éducation par exemple. Voici des docteurs qui se retrouvent sur des panels avec nous, mais qui sont des éléments essentiels pour l'éducation des jeunes Africains, pour l'éducation de nos petits frères, de nos enfants.
Mais ces personnes sont mises à l'écart et on utilise des pantins dont on fait, qu'on utilise comme des ministres plutôt pour griller l'appareil éducatif ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour revenir, je chute maintenant dans une minute, pour revenir à ce que je disais concernant les pays de l'AES, les Occidentaux en réalité ils jouent avec les Africains, puisqu'ils viennent très souvent avec cette même, ce même refrain là qui dit allons aux élections, allons aux élections, allons aux élections. Mais c'est quoi la priorité du peuple africain? Selon la théorie d'Abraham Maslow, Abraham Maslow qui disait les besoins de l'homme, c'est quoi? Il y a le besoin primaire, il l'a classé en 5 niveaux. Le premier besoin, les besoins physiologiques, se nourrir, boire, la sexualité, avoir un toit où dormir. Ça, c'est le besoin primaire. Le besoin secondaire, c'est le besoin de sécurité, un environnement stable, prévisible, sans anxiété. Donc là, il faut la sécurité. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance, amour, affection et autres. Et le quatrième besoin, pardon, c'est pour l'estime de soi. Ça, c'est pour les personnes, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour les débouts. Mais ici en Afrique, très souvent, on n'arrive même pas à dépasser le deuxième niveau. Et les gens viennent nous embrouiller avec des élections. Mais un pays qui est attaqué par des terreaux, un pays dans lequel les gens n'arrivent pas à se nourrir convenablement, les enfants n'arrivent pas à se soigner, à aller à l'école, avoir accès aux cours, à l'éducation. La priorité, c'est quoi? C'est la sécurité, l'alimentation. Ensuite, l'éducation, les soins, et puis vice-versa. Mais tu entends des gens dire ici, pourquoi les présidents de l'AES ne veulent pas organiser d'élections? Mais est-ce qu'on mange élection? C'est comme en Côte d'Ivoire ici. D'aucuns disent que la Côte d'Ivoire est développée parce qu'il y a goudron, il y a béton partout dans Abidjan. Mais la Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Rentrez un peu à l'intérieur des terres pour découvrir la vraie réalité. Les régions d'où sont tirées les richesses de ce pays-là, il n'y a pratiquement pas de route. C'est la misère là-bas. Le petit blanc qui se trouve à Zurich, qui ne sait même pas comment on plante un pied de cacao, mais même à quoi ressemble un plant de cacao, c'est lui-là qui profite d'une grosse barre de chocolat qu'il achète pratiquement à 1 euro. Alors que le vieux planteur ici qui a souffert toute l'année, son kilogramme de cacao n'est même pas acheté à plus d'1 euro. Voilà les vrais problèmes, les vrais enjeux de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Mais on n'en parle pas. On vient ces élections qui nous intéressent. On vient c'est la chute de l'AES qu'on veut programmer. L'AES donne du fil à retordre comment tu as dit là, aux France-Africains et donne un cauchemar à leurs suppôts. Je suis pro-AES. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Je soutiens les dirigeants de l'AES et tous mes frères et sœurs de l'AES. Vous êtes sur le bon chemin. Et bientôt, je dis bien très très bientôt, la Côte d'Ivoire vous rejoindra. Force à vous et puis merci encore à toi, Tania. Bye. Merci, Ebony, merci beaucoup. On t'apporte, on partage le live. Le live, il est très édifiant aujourd'hui, très pertinent. On va écouter, on sent. Et c'est que vous voulez, il y a beaucoup qui sont là, qui attendent, on sent. Il est en train de manger à tout. Au Belgique, il a dit à Tchiki. On sent, tu manges quoi aujourd'hui? Oh, j'ai mangé un plat d'attiqué avec une soupe de tomates avec des morceaux de viande de beurre. Bonne arrivée à l'Eurobi. Je vous dis et je vous redis, Oussan, je vais te passer la parole, donne-moi 1 minute. Avant d'écouter Oussan, je vous ai toujours dit, tous mes parfums que j'utilise, même mes pagnes d'eau, envoie les pagnes qu'elle a envoyées là, c'est de l'autre côté, là où je me les avais sortis. Même mes pagnes, les vrais was hollandais, oui. Je parle des vases hollandais que les gens vendent ici à Visco, à combien de mille là. Tout vient de l'Europe. Ça vient de une de mes abonnées, oui, qui vend ses parfums. La dernière fois, quelqu'un me demandait, c'est qui regardait en haut, la donatrice première. Célina, tu m'entends? Célina, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, envoyez un cadeau, abonnez-vous à elle. Achetez tous vos parfums, que ce soit des trucs, des déos, des parfums, eau de toilette, tout. Elle en a en toutes sortes de qualités et ça sent super bon. Vous vous abonnez à elle, vous achetez vos parfums, quel que soit où vous êtes. Moi, elle m'envoie ça, je suis en Afrique. Elle m'envoie ça depuis l'Afrique. Donc, quel que soit où vous êtes, ces garçons, comment? Elle s'appelle Céline, elle envoie devant. Quand tu cliques en haut, parmi ceux qui sont abonnés, le premier nom qui sort, la donatrice première d'aujourd'hui, c'est elle. D'accord? Voici les pagnes qu'elle m'a donné. Voici les pagnes. C'est super bon. Hein? Ah.
L'image, attendez une seconde. On s'entend une seconde. J'enlève l'image. Regardez. Les pagnes qu'elle m'a envoyées, c'est trop beau. Des Hollandais. Des vrais Hollandais. C'est trop beau. Ça, c'est, en vrai, c'est si je sors, tu sors. Ma mère vendait des pagnes dont je connaissais les noms. Ça, c'est ça, non? Si tu sors, je sors, c'est ça, non? Non, si tu sors, je sors, il y a une cage. Ça, je sais pas. Hirondelle. C'est ça, hirondelle. Voilà. Et puis ça, c'est pas mon mari est capable. J'oublie son nom. C'est ça qui est congrès, là? Est-ce que c'est ça qui est congrès? Non. Elle a de jolis pagnes. Ça, c'est hollandais. Tout est hollandais qu'elle m'a envoyé. Les parfums qu'elle m'a envoyé, si vous voulez vers la fin du live, je vais vous envoyer, vous allez voir, ça sont super, super bons. Elle m'a envoyé des parfums. Voilà, elle m'a envoyé des parfums. Donc, si vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Afrique, que vous voulez commander vos parfums, achetez des pagnes. C'est la Noël, achetez des pagnes pour vos femmes. Elles vous ont supporté dans vos bêtises. Les enfants étaient malades, les partis à l'hôpital. Au lieu de quitter, quand vous êtes quitté au travail, de rentrer directement, vous êtes parti. Non, c'est pas ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied, c'est deux pieds. Je n'aime pas ça. C'est pas ton pied, mon pied. Si vous voulez, je vais vous montrer les pagnes après. Je connais le nom des pagnes. Franchement, ma mère avait un magasin de pagnes dont je maîtrisais. Donc, commandez avec elle. Et ceux qui veulent des pubs, écrivez à Soleil. Pendant les fêtes là, ceux qui veulent des pubs, ce que vous vendez, écrivez à Soleil, je vous fais des pubs. D'accord? Écrivez à Soleil. D'accord? Donc, abonnez-vous à Céline. Il y a Tata Eben aussi qui sera là. Moi, je vous ai dit que les femmes claires sont convoquées dans mon bureau demain matin à partir de 7h30. On est convoqués pourquoi? Libère nos vies. Hein? Donc, on t'apporte, on partage, on écoute, on s'en t'oublie, on t'écoute. Ceux qui veulent des publicités pendant ces fêtes, écrivez à Soleil, gars, je vous fais des publicités. Vas-y, on t'écoute. Alors, non, je veux te laisser terminer pendant quelques secondes, si tu permets, parce que je pense, je suis dans l'ascenseur, donc je risque d'avoir des interférences. Est-ce que là, tu s'en faut commander parfum puis pagne pour ta femme, chez Céline, là. C'est la Noël. C'est la Noël. Vous devez m'offrir des dindes. Vous devez m'offrir des dindes pour la Noël. Je dis, je mange dindes cette année. Je sais pas, Noël, c'est une fête, c'est une fête. C'est à mon tour, Afrique d'abord, c'est à mon tour, c'est vous parler de Noël, c'est à mon tour, c'est pas le attends. Vous voyez, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est pas bien. Toi aussi, hein, tu es dans quel gloglo là? Ah, tu fatigues. C'est hollandais, c'est hollandais. Ok, juste quelques secondes. À mon tour, non, c'est la Noël, à mon tour. Je dois commander les pyjamas là. C'est ton pyjama aussi. Est-ce que les garçons veulent le pyjama? Demandez. Mais où ça, c'est bon? En fait, écoutez, je peux avoir d'autres choses là-bas. C'est un peu poisson. Où ça? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, ok. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu m'entends pas, moi? Oui, à 22h. Oui. Ok. Tu peux me dire, s'il te plaît, quel est le thème de l'émission, le thème de ton truc? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement.